Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, le sentiment d'injustice. Pourquoi il ne vous quitte pas? Pourquoi il épuise? Et pourquoi il aggrave ce que vous voulez pourtant résoudre? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière le mécanisme psychique très précis qui transforme un désaccord en procès intérieur sans fin. Nous allons comprendre pourquoi vous repensez encore et encore à la scène, pourquoi vous vous sentez vidé au réveil, et pourquoi plus vous essayez de rétablir la vérité, plus tout se dégrade autour de vous. Et je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à sortir de cette boucle avant qu'elle ne soit irréversible. Si vous êtes en conflit, dans un couple, une famille, une succession, une copropriété, une relation professionnelle avec un voisin, un associé, un soignant, un artisan, ou dans n'importe quelle situation où vous vous sentez injustement traité, écoutez jusqu'au bout, vous y trouverez des clés essentielles. Alors c'est parti. Là, je veux commencer juste par 2 phrases. Et je parie vraiment que vous les reconnaissez. Je me sens accusée, injustement, alors je me justifie. J'ai raison, mais plus j'essaie de le montrer, plus le conflit s'aggrave. Vous voyez, ce n'est pas une situation rare, ce n'est pas une fragilité particulière. C'est l'une des dynamiques fréquentes rencontrées dans tous les types de conflits, familiaux, professionnels, patrimoniaux, relationnels. La personne a vécu quelque chose de réel, elle a subi quelque chose d'injuste ou perçu comme tel, et elle ne comprend pas pourquoi, malgré tous ses efforts pour expliquer, clarifier, démontrer, la situation empire, et l'autre ne comprend toujours pas. Et vous? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec une scène concrète, une scène que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, reconnaîtront. Tenez, imaginez. L'autre vous reproche quelque chose que vous trouvez faux, ou au moins très caricatural. L'autre oublie tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez supporté. Et là, les rôles s'inversent. Vous devenez l'agresseur alors que vous avez été le premier blessé. On vous prête une intention que vous n'aviez pas. On dit que vous avez voulu quelque chose que vous n'avez jamais voulu. Et puis, quelquefois, on va parler de vous dans l'entourage, à vos amis communs, à vos collègues, à votre famille, comme si vous étiez le problème. Et vous vous reconnaissez de temps en temps dans cette scène? Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe en vous? Vous refaites le film, vous reconstituez la scène, phrase par phrase. Vous cherchez le moment exact où l'autre a tort. Vous formez mentalement votre réponse. Vous préparez vos preuves. Et le lendemain matin, vous êtes épuisé, comme si vous aviez travaillé toute la nuit. Toute la nuit, vous avez ruminé. En réalité, vous avez travaillé toute la nuit. Votre esprit a tourné, dans un tribunal. Et c'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui. On va d'abord voir ce qu'est vraiment le sentiment d'injustice, puis on va aller au cœur du sujet, la rumination morale et le tribunal intérieur. On comprendra ensuite pourquoi cette mécanique vous consomme autant. Et on verra enfin comment elle envenime le conflit réel, même quand vous êtes convaincu de faire les choses pour les arranger. Qu'est-ce qui naît vraiment dans un sentiment d'injustice? Commençons par démontrer une idée très répandue. Beaucoup de personnes pensent que le sentiment d'injustice naît d'un simple désaccord. On ne voit pas les choses pareilles. C'est pas tout à fait exact. Plutôt, c'est insuffisant. Parce qu'un désaccord en soi peut rester très neutre. 2 personnes ont des avis différents sur un sujet, pas de sentiment d'injustice particulier. Le sentiment d'injustice naît d'un écart, un écart très précis.
L'écart entre ce que vous pensez avoir fait, donné, supporté, respecté, et ce que l'autre raconte, exige, nie ou vous attribue. C'est ça la clé. Dès qu'on est sur ce terrain-là, alors le sentiment d'injustice peut apparaître. L'écart entre votre version de vous-même et la version que l'autre projette sur vous donne le sentiment d'injustice. Ce n'est pas juste, on n'est pas d'accord, parce que quand on n'est pas d'accord, en fait, on se sent beaucoup moins touché. En revanche, quand, dans le désaccord, finit par apparaître ce que je suis, ce que j'ai valu, ce que j'ai fait, est effacé, déformé ou retourné contre moi, alors là, le sentiment d'injustice apparaît de façon quasi systématique. On va revoir les 4 atteintes. Notez-les bien. La première atteinte, c'est une atteinte à la vérité de votre version. L'autre raconte les faits d'une façon qui ne correspond pas à votre vécu. Il résume, il simplifie, il caricature, et cette version circule parfois dans votre entourage commun. Elle prend de la place, elle s'installe. Et vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Deuxième atteinte, une atteinte à la réciprocité. Vous avez donné, fait des efforts, accepté des concessions douloureuses, renoncé à des choses, et l'autre fait comme si ça n'avait jamais existé, comme si la balance était vide de votre côté. Cette asymétrie de reconnaissance est l'une des sources de conflits les plus difficiles à désamorcer. Troisième atteinte, une atteinte à la reconnaissance. Non seulement on vous remercie pas, ce qui serait déjà douloureux, mais en plus on vous impute des fautes que vous n'avez même pas commises. Votre bonne foi est mise en doute. Vos motivations sont questionnées. Et vous devez vous défendre contre une image de vous-même que vous ne reconnaissez pas. Quatrième atteinte, une atteinte à votre place ou à votre dignité. On vous traite d'une façon qui ne correspond pas à ce que vous êtes, à votre rôle, à ce que vous représentez dans cette relation ou dans cette structure. Vous êtes réduit à un personnage que vous ne reconnaissez pas et que vous refusez d'être. Ces 4 atteintes, nous les avons identifiées dans notre pratique comme des déclencheurs très puissants du conflit complexe. Et l'une des premières choses que nous faisons avec les personnes que nous accompagnons, c'est d'identifier précisément laquelle ou lesquelles est en jeu. Parce que ça change radicalement la façon dont on travaille la situation. Nous y reviendrons dans de prochains épisodes, mais retenez déjà ceci. Le sentiment d'injustice n'est presque jamais superficiel. Il touche quelque chose de fondamental dans l'image de soi et dans la relation à l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui vit ça? C'est là qu'on entre dans le cœur du mécanisme. Voilà l'idée importante de cet épisode, celle que je veux que vous emportiez avec vous aujourd'hui. En fait, ce que vous pouvez noter, c'est que la rumination liée à l'injustice n'est pas une simple anxiété répétitive. Ce n'est pas « je pense trop », ce n'est pas « je suis trop sensible », ce n'est pas « je rumine comme n'importe qui face à un problème ». C'est quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus structuré. C'est une rumination morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre esprit ne tourne pas seulement autour de la douleur. Il tourne autour du jugement, autour de la faute, autour du verdict. Vous ne pensez pas seulement « ça m'a fait mal », vous pensez « ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal. On ne peut pas me faire ça. Je ne peux pas laisser passer. Il faut que cela soit reconnu. Il faut que l'autre le voie. » Vous voyez la différence avec une rumination ordinaire? Dans la rumination ordinaire, on cherche à se calmer, à lâcher prise, à passer à autre chose. Dans la rumination morale déclenchée par l'injustice ressentie lors d'un conflit, on cherche à établir un verdict, à faire reconnaître une vérité, à obtenir justice. Et c'est là que quelque chose d'intéressant, mais de très problématique, se met en place dans le psychisme.
L'esprit se transforme en tribunal intérieur. On reconstitue les scènes avec une précision remarquable. On rassemble des preuves. On retrouve des détails qu'on croyait oubliés. On veut ramener des faits qui prouvent que. On cherche le moment précis où l'autre a menti, manipulé, inversé les rôles. On construit le dossier mentalement. On espère vraiment qu'un juge imaginaire finira par reconnaître la vérité. Et parfois, on la cherche partout, cette reconnaissance. Auprès des amis communs, de la famille, des collègues. On essaie de les informer de ce qui s'est réellement passé, de leur faire voir l'injustice. Et vous savez ce qui se passe alors? Le conflit cesse d'être un problème à régler, il devient un procès à gagner. Ça vous parle? Prenons l'exemple de Claire. Elle est associée depuis 8 ans dans une petite structure. Son associé vient de déclarer devant l'équipe qu'elle bloquait toujours tout et avait toujours peur, alors qu'elle est précisément celle qui a porté les projets difficiles, accepté des compromis douloureux, tenu quand tout vacillait. Cette nuit-là, elle ne cherche pas à se calmer. Elle ne cherche pas non plus, au fond, une solution pour l'entreprise. Ce qu'elle cherche, c'est que quelqu'un reconnaisse qu'elle a raison, que son associé a dit quelque chose de faux, que les faits parlent pour elle. Elle prépare son dossier, elle liste les projets qu'elle a portés, les compromis qu'elle a acceptés, les moments où elle a tenu quand tout vacillait, elle a ses preuves. Et la semaine suivante, en réunion, elle les expose, point par point. Son associé en face, il se ferme, il se sent attaqué, il contre-attaque et il dit des choses encore plus sévères. Voilà. Beaucoup de situations qui auraient pu se régler deviennent insolubles. Non pas parce qu'il n'y a pas de solution pratique, mais parce que les deux parties sont entrées dans un procès intérieur. Et dans un procès, on ne cherche plus à résoudre, on cherche à gagner. On cherche le verdict. Et c'est souvent là que le vrai dommage se produit. Récapitulons ce qu'on vient de voir. On a vu que le sentiment d'injustice naît d'un écart, pas d'un simple désaccord. Il y a 4 atteintes possibles. À la vérité, à la réciprocité, à la reconnaissance, à la dignité. Et on vient de voir que cet écart enclenche quelque chose de précis, une rumination morale qui transforme l'esprit en tribunal intérieur. Maintenant, comprendre pourquoi ça épuise est encore plus révélateur. Pourquoi ça vous consume à ce point? Vous vous dites à un moment, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à décrocher de ça. Ou pourquoi est-ce que j'y pense encore le matin au réveil après des semaines? Ou même, je suis épuisée, mais je n'arrive pas à arrêter de ruminer. Eh bien, ce n'est pas un mystère et surtout, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est mécanique. Quand l'esprit est engagé dans un procès intérieur, il est à la fois à la recherche de quelque chose de très précis et tant qu'il ne le trouve pas, l'affaire reste ouverte, psychiquement ouverte. Que cherche-t-il exactement? Il cherche à rétablir un ordre moral, à remettre les rôles à leur juste place, à obtenir la reconnaissance de votre bonne foi, à réparer un récit qui a été déformé sur votre compte, à récupérer une cohérence intérieure que le conflit a brisée. Vous voyez, ce n'est pas une obsession irrationnelle, c'est une tentative de réparation, une tentative profondément humaine. Le problème, c'est que cette réparation ne peut pas venir de l'intérieur seul. Elle dépend de quelque chose d'extérieur, de l'autre. Et souvent, l'autre ne la donnera pas. Pas parce qu'il est nécessairement mauvais, mais parce qu'il est lui aussi engagé dans son propre procès intérieur, sa propre version, ses propres preuves, son propre tribunal. Et tant que la réparation n'arrive pas, l'affaire reste ouverte. Le conflit continue de vivre dans votre tête, en l'absence de l'autre, la nuit, en voiture, sous la douche, pendant le repas en famille, au milieu d'une réunion professionnelle.
C'est ça qui épuise. Ce n'est pas le conflit lui-même, mais le procès intérieur sans fin. Ce tribunal qui ne rend jamais son verdict parce que l'autre est absent du prétoire. En fait, c'est une des choses les moins dites dans, on va dire, la littérature classique sur la gestion des conflits. On parle abondamment de communication non violente, on parle de gestion des émotions, on parle de techniques de désescalade. Mais on parle rarement de cette mécanique très spécifique, le tribunal intérieur moral. Et pourtant, c'est lui qui verrouille les situations les plus résistantes. C'est lui qui explique pourquoi certaines personnes restent piégées pendant des mois, des années parfois. Maintenant, vous comprenez pourquoi ça consomme. Mais la question suivante est peut-être encore plus importante. Comment est-ce que ce procès intérieur, invisible, silencieux, vient contaminer le conflit extérieur? Comment est-ce qu'il transforme une dispute initiale en guerre ouverte, parfois totale? C'est les fameuses guerres entre voisins. Et c'est là que ça devient contre-intuitif, et c'est pour ça que c'est si difficile à voir de l'intérieur. Parce que tout le monde pense, de bonne foi, qu'en expliquant mieux, en argumentant davantage, en montrant les preuves, en reprenant les faits depuis le début, les choses vont se décanter. L'autre va comprendre. L'injustice va être reconnue. Eh bien, très souvent, c'est l'inverse qui se produit. Voici la boucle. Plus je veux démontrer, plus je détaille. Plus je détaille, plus l'autre se sent attaqué, coincé ou disqualifié. Plus l'autre se sent attaqué, plus il se défend, contre-attaque ou simplifie à l'extrême. Plus il se défend, plus je me sens incomprise et encore plus injustement traitée. Et la boucle se referme. Un cran plus serré qu'avant. Vous voyez comment tout est lié? Ce n'est pas une boucle de mauvaise volonté, ce n'est pas une boucle construite par la méchanceté de l'un ou de l'autre. C'est une boucle mécanique. Deux personnes qui cherchent toutes les deux à rétablir leur vérité et qui, en cherchant à le faire, renforcent l'injustice que l'autre ressent. Et il y a quelque chose d'encore plus grave, quelque chose que nous observons souvent dans les conflits qui durent ou qui s'aggravent. Au départ, le conflit portait sur quelque chose de concret. Un fait, une décision, une parole. Mais à un moment donné, et souvent ce moment est difficile à repérer de l'intérieur, le conflit bascule. Il ne porte plus sur le problème de départ, il porte sur la bataille des versions. On ne cherche plus une solution, on cherche le responsable. On n'est plus dans le présent, on est dans l'instruction du passé. On ne régule plus, on fait un procès. Et c'est souvent là, dans ce basculement, que les dégâts les plus lourds et les plus durables se produisent. Pas dans le désaccord initial, dans la spirale du procès. Parce que dans un procès, les gens font des choses qu'ils n'auraient jamais faites dans une simple discussion. Ils cherchent des témoins, ils rassemblent des preuves, ils contactent des tiers, ils prennent des avocats, ils publient sur les réseaux, ils parlent à l'entourage. Et chaque action de ce type alimente la boucle. Et c'est là, mais ça sera le sujet d'un autre podcast, qu'il y a tout le bénéfice à faire et à saisir un tiers qui est le médiateur, et donc à faire une médiation. Bon, pour l'instant, revenons à Claire. Lors de la réunion suivante, elle arrive avec son dossier, elle a tout listé. Elle expose ses preuves point à point. Vous vous rappelez? Mais son associé la regarde. Il ne voit pas une collègue qui veut régler un problème. Il voit quelqu'un qui l'attaque. Il se ferme, il contre-attaque, il dit des choses encore plus sévères. Et maintenant, le conflit ne porte plus sur la décision stratégique qui avait déclenché tout ça. Il porte sur qui est le vrai problème dans cette structure depuis le début. Vous voyez comment on est passé d'un désaccord à un duel. Et vous, dans votre conflit, est-ce que vous avez l'impression d'être encore sur le problème initial ou est-ce que vous êtes déjà dans la bataille des versions?
Alors maintenant, nous ne sommes pas encore dans l'épisode des solutions détaillées, ça sera le prochain épisode. Mais je veux nommer quelque chose d'essentiel. Il y a des réactions qui semblent absolument logiques, naturelles, même justifiées, et qui pourtant entretiennent le procès intérieur et relationnel au lieu de le former. Tout expliqué depuis le début dans le détail, je vais reprendre tout depuis le commencement pour qu'ils comprennent vraiment. C'est rationnel, en apparence. En pratique, ça réactive presque toujours la boucle défensive chez l'autre. Vouloir absolument établir qui a commencé, mais c'est lui qui a dit ça le premier, à telle date, devant telle personne. Ça paraît important et légitime, mais ça nous emmène vers l'instruction du passé, pas vers la régulation du présent. Corriger chaque détail inexact. Non, tu te trompes, c'était le mardi et non le mercredi, et voilà la preuve. Chaque correction, même parfaitement juste, peut être perçue par l'autre comme une nouvelle attaque. Et ça nourrit le duel. Se sacrifier, puis ruminer en silence. Vous cédez, vous vous taisez, vous faites comme si tout allait bien. Mais l'affaire reste intérieurement ouverte, et elle ressurgit souvent plus violemment. Pardonner trop vite sans clarification, c'est bon, laissons tomber. Ça ressemble à la paix. Mais si la blessure n'est pas nommée, si la demande n'a pas été formulée, si rien n'a bougé, le pardon ne tient pas. Il s'effondre, souvent, à la première occasion. Et enfin, vouloir gagner moralement, non pas résoudre, non pas améliorer la situation, mais obtenir que l'autre reconnaisse sa faute entière, ses erreurs profondes, sa responsabilité totale, qu'il admette, qu'il s'incline. Ces réactions sont humaines. Elles naissent toutes du sentiment d'injustice. Elles sont compréhensibles. Mais elles alimentent souvent la spirale. Pas parce que vous avez tort, pas parce que votre demande est illégitime, mais parce que vous êtes dans le mauvais registre, le registre du procès, plutôt que celui de la régulation. Et la différence entre ces deux registres, c'est précisément ce qu'on va explorer dans le prochain épisode. Avant de terminer cet épisode, voici l'exercice de la semaine. Il s'appelle l'audit du tribunal intérieur. C'est simple, mais à condition de le faire vraiment. Prenez 5 à 10 minutes, seul, avec un papier ou un carnet, et posez-vous honnêtement cette première question. Dans cette situation, qu'est-ce que j'attends que l'autre reconnaisse, admette ou répare? Notez tout, sans filtre, sans vous censurer, même si ça vous paraît excessif ou irréaliste. Surtout si ça vous paraît excessif. Puis, deuxième question. Parmi tout ce que j'ai noté, qu'est-ce qui est réellement demandable à cette personne dans ce contexte, aujourd'hui? Cet exercice fait apparaître quelque chose de très révélateur. Souvent, on attend une réparation totale, morale, symbolique, émotionnelle, relationnelle, une réhabilitation complète. Et cette attente totale est précisément ce qui maintient le procès intérieur ouvert. Mais attention, dans les conflits complexes, avec une forte charge émotionnelle, une longue histoire, des enjeux importants, cet exercice ne se fait pas seul. L'analyse de ce qui est réellement demandable nécessite souvent un regard extérieur formé. Un regard qui connaît les mécanismes du conflit, qui sait faire la différence entre ce qui est légitime et ce qui est possible. C'est exactement ce que nous proposons chez Resolve-Co dans nos accompagnements en coaching et médiation. Ce que vous pouvez faire seul maintenant, c'est déjà nommer, voir, mettre à plat ce que contient votre tribunal intérieur, parce que tant qu'on ne voit pas clairement ce qu'on attend, on ne peut pas choisir comment agir. Voilà, je vous laisse avec cette pensée. Le vrai problème dans un sentiment d'injustice profond n'est pas seulement ce qu'on vous a fait, c'est aussi et parfois surtout le fait que vous avez été aspiré dans un procès intérieur sans fin. Un procès qui tourne sans juge,
sans verdict, sans fin. Et la vraie question n'est donc pas seulement « comment prouver que j'ai raison ?» La vraie question est « qu'est-ce qui serait suffisamment réparateur pour ne plus rester prisonnier de ce procès ?» C'est exactement ce que nous allons explorer dans l'épisode suivant. Comment demander une réparation ferme, digne, réaliste, sans mendier, sans attaquer, sans se trahir et sans faire la guerre. Parce que la sortie du conflit ne passe pas par la victoire absolue. Elle passe par quelque chose que nous appelons le suffisant juste. Ne manquez pas le prochain épisode. Il est la suite directe de celui-ci. Avant de vous quitter, récapitulons les points essentiels de cet épisode. 1. Le sentiment d'injustice naît d'un écart entre ce que vous êtes et ce que l'autre raconte, exige ou nie. Ce n'est pas un simple désaccord, c'est une atteinte. 2. Cette atteinte peut toucher votre vérité, la réciprocité dans la relation, la reconnaissance de ce que vous avez donné ou votre place et votre dignité. 3. L'écart enclenche une rumination morale, très différente d'une rumination anxieuse ordinaire. Votre esprit ne cherche pas à se calmer, il cherche un verdict. 4. L'esprit devient un tribunal intérieur, et l'affaire reste psychiquement ouverte tant que la réparation, qui dépend de l'autre, n'arrive pas. 5. Cette mécanique épuise, parce que vous cherchez une réparation impossible à obtenir seul. 6. En voulant démontrer, on alimente souvent la boucle d'envenimement. Le conflit bascule du problème vers le procès. 7. Les fausses sorties. Tout expliquer, corriger chaque détail, vouloir gagner moralement, pardonner sans clarification, sont humaines et compréhensibles, mais elles entretiennent le procès. Si vous sentez que vous êtes pris dans cette boucle, que vous n'arrivez pas à identifier ce qui pourrait vraiment fermer la spirale, n'hésitez pas à nous contacter chez Resolve.co. Nous proposons des accompagnements personnalisés, en coaching et en médiation, qui vont vous aider à sortir d'une telle problématique. Pour plus d'informations, www.resolveco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était Sentiment d'injustice. Pourquoi ça vous consume et le conflit s'envenime? Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur le site www.resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolve.co, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolve.co.